Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Donc, comment je pense m'organiser pour les semaines qui restent. Donc là, c'était les programmes qu'on avait fait au début du cours. Et bon, aujourd'hui, comme je dis, on va parler dans la deuxième heure des boucles. Et après, j'ai pensé donc parler des cordes dans des fonds non banals et d'introduire le concept de l'action efficace de la corde. Et à partir de ça, on peut décrire les symétries dans l'espace-temps ou dans l'espace cible en particulier. Et aussi, donc, il y aura des symétries du type bien connu, qu'on connaît déjà depuis la théorie des champs, mais il y aura des nouveautés, des nouvelles symétries. En particulier, je vais m'arrêter un petit peu sur la T-dualité, parce qu'elle est aussi essentielle pour comprendre quels sont les 10 brins. On va parler peut-être de l'univers branaire, où on pourrait... voilà. Et après la dernière heure, je vais peut-être revoir ces 5 théories des cordes et voir comment elles peuvent être unifiées dans un cadre unique qui s'appelle la M-théorie. Alors, aujourd'hui, la deuxième heure, on va parler un petit peu des boucles. Alors, je vous rappelle qu'en théorie quantique de champ, les boucles sortent directement du formalisme. Par exemple, si vous ouvrez un livre de théorie des champs, on trouve le théorème de Wick qui nous permet de calculer certaines choses et on trouve que souvent on peut visualiser, c'est ce qu'on calcule avec un diagramme de Feynman qui au lieu d'être un arbre, c'est une boucle. Plus physiquement, la nécessité des boucles sort de l'unitarité de la matrice S. On a dit plusieurs fois que la matrice S a cette propriété d'unitarité qui correspond à la conservation de la probabilité. Et, disons, généralement, on écrit la matrice S comme 1 plus une matrice de diffusion, avec un I aussi. Et les 1 représentent la matrice S banale. Hein. Si la théorie est complètement libre, la matrice S est 1. Pas trop d'intérêt. Mais, disons, donc toute la physique est là dans la matrice T. Si on écrit S croix S égale 1, donc l'unitarité pour la matrice S, et on développe, on obtient cette équation-là. Et, disons, là, grosso modo, c'est rien d'autre que 2 fois la partie imaginaire de la matrice T, hein, en utilisant certaines propriétés d'analyticité de la matrice T. Mais de toute façon, c'est quelque chose de linéaire en T, tandis qu'au membre droit de l'équation, on obtient quelque chose qui est quadratique en T. Bon, imaginez ça, c'est une équation pour opérateurs ou des matrices. Et donc là, on doit l'entendre comme un produit de matrices ou d'opérateurs. Donc on introduit des états intermédiaires, l'unité décomposée en état intermédiaire, et on obtient, ça je l'ai recopié d'une transparence précédente, hein. Et donc la chose à noter, c'est que même si chaque boule là est un diagramme à arbre, automatiquement ces produits-là génèrent des boucles. Hein. Si je mets un arbre ici comme 2 particules en 2 particules avec un échange d'une particule,
Et je fais la même chose de l'autre côté, je tiens un petit carré. Ce petit carré, c'est une boucle. Donc, et en effet, quand on regarde comment l'unitarité est construite dans le diagramme de Feynman, on trouve qu'elle est construite par le fait qu'il y a ce qu'on appelle les règles de coupure des boucles de Katkovsky. Bon, c'est le nom du monsieur qui a inventé ces règles, c'est-à-dire qu'on prend un diagramme de Feynman qui en général contient des boucles, et la partie imaginaire, les contributions de ce diagramme de Feynman à la partie imaginaire de l'amplitude est obtenue en faisant exactement ça. Donc on coupe le diagramme de Feynman, c'est pour ça qu'il s'appelle cutting rules, on met les états qui sont coupés, donc toutes les lignes du diagramme de Feynman qui sont coupées, on les met sur la couche de masse, parce que là, ce sont des états physiques sur la couche de masse, et on obtient la relation entre l'unitarité et certaines propriétés des diagrammes de Feynman. Bon, mais on peut aussi voir l'origine des boucles si on fait une quantification de la théorie avec la méthode de Feynman des intégrales des schémas. Donc là, c'est très schématique. En théorie des champs, on se retrouve à calculer des intégrales fonctionnelles de l'exponentielle de l'action. Et là, je suis allé dans une formulation euclidienne. Donc, au lieu d'avoir I sur H bar S, j'ai moins S sur H bar. Alors, juste pour donner une idée, supposons que je connais une solution classique de la théorie. C'est-à-dire, j'ai une action, je varie l'action par rapport au champ, j'obtiens les équations des champs, je suis assez bon pour trouver une solution. Okay? Alors, je peux développer l'action autour de cette solution classique, et comme la variation de l'action calculée à la solution classique est zéro par définition de solution classique, je n'ai pas de terme linéaire dans la déviation entre phi et phi classique. Donc, au premier ordre, j'obtiens quelque chose qui est proportionnel à la dérivée seconde de l'action. C'est vraiment un peu schématique. Fois le carré, et j'ai oublié un facteur 1,5 ici, pour être précis. Donc, c'est le développement en série de Taylor de l'action. Alors, vous voyez, je me retrouve avec un intégral qui est quadratique. J'ai fait un changement de variable. De toute façon, phi classique, c'est quelque chose de fixe que j'ai fixé. Donc, je peux faire un changement de variable d'intégration. Et je dois faire l'intégrale d'une gaussienne. Et l'intégrale d'une gaussienne nous donne en général 1 sur la racine de ces coefficients-là, mais plus en général, elle nous donne un déterminant fonctionnel de cette dérivée seconde de l'action. Bref, on peut voir que donc, le fait de faire ces calculs, donc au premier ordre, on obtient l'action classique, parce que ça ne dépend pas de la variable d'intégration, donc on l'amène en dehors de l'intégration. Et la correction qui est due à cette intégrale sur les fluctuations autour de la solution classique nous donne une correction qu'on écrit d'habitude comme on le met dans l'exposante comme la trace du logarithme de la dérivée seconde de l'action par rapport au champ, calculé au champ classique. Alors, on peut voir que ces quantités-là, elles ne dépendent pas de H bar, de la constante de Planck, ou si vous voulez, il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui n'a pas aucune relevance physique. Et donc, techniquement parlant, c'est une puissance de H bar plus petit que les termes classiques. Donc là, c'est un effet de boucle. On l'obtient comme ça. J'ai fait ce discours-là parce qu'on va regarder les boucles en théorie des champs, des cordes
en utilisant ces méthodes-là. Hein. Ce n'est pas pour vous compliquer la vie. Alors, comment les boucles apparaissent-ils en théorie des cordes? Bon, au départ, quand on travaillait avec ces modèles duals, on les construisait à la main en faisant des coussures, on dit, soudures. C'est-à-dire, si vous prenez un diagramme à arbre et vous prenez deux branches de l'arbre et vous les joignez, vous obtenez une boucle. Voilà, on faisait comme ça. Et après, on vérifiait qu'effectivement, ces boucles commençaient à mettre l'unitarité dans la théorie. Mais on peut se demander, est-ce qu'on peut faire ça d'une façon un peu plus élégante, par exemple, en faisant l'intégrale à la Feynman dans la théorie des cordes. Mais tout d'un coup, on se rend compte que les champs quantiques dans la théorie des cordes ne sont pas les champs de la théorie des champs, ne sont pas des champs phi de x, mais sont plutôt les coordonnées de la corde, éventuellement une coordonnée fermionique de la corde, éventuellement la métrique. Là, j'ai utilisé gamma, tandis que je pense, dans le transparence, j'ai utilisé petit g. Hein. Donc, je ne sais pas si j'étais tous les fois cohérent avec moi-même. Je dois vérifier. Donc, ça, c'est la métrique en 2 dimensions. Okay. Tous les trois sont fonctions de sigma et tau ou de xi. Donc, si vous voulez, jusque-là, au moins pour faire les arbres, hein, pour faire les calculs aux arbres, on a utilisé ce qu'on appellerait habituellement une première quantisation, hein, une théorie de première quantisation, comme on fait dans la mécanique quantique non relativiste, quand on fait la quantisation avec P, Q et tout ça. Alors, si on prend un livre dans la théorie quantique des champs, on trouve que pour passer de la théorie non relativiste à la théorie relativiste, où on peut produire des particules réelles, virtuelles et tout ça, on doit abandonner la formulation de première quantisation et on doit passer à un formalisme de deuxième quantisation, c'est-à-dire on l'appelait comme ça parce que, grosso modo, la fonction d'onde elle-même devient un opérateur. Hein. Je pense que c'est la raison historique pour laquelle on l'a appelé la deuxième quantisation. C'est un peu bizarre, hein, toutes ces histoires, c'est-à-dire. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, les coordonnées x, bon, le temps est déjà en mécanique quantique non relativiste un nombre c, mais les coordonnées deviennent des opérateurs. Alors là, tout d'un coup, on est démocratique parce qu'on veut être relativiste. On prend tous les 4 composants de la position comme des nombres C classiques. Et c'est par contre les champs phi de x, mu, qui devient un opérateur. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on nous apprend la théorie des champs quantiques. Alors, si on essayait de faire la même chose en théorie des champs, on serait vraiment perdu parce que, bon, on obtient ce que souvent on appelle la théorie des champs de la corde, string field theory. C'est comme une théorie des champs quantiques ordinaires, mais avec un nombre infini de champs. Hein, parce que si j'associe un champ à chaque état de la corde, état à masse nulle, état avec masse, avec n'importe quel spin et tout ça, j'ai un nombre infini de champs qui vit en 10 dimensions, je ne sais pas, dépendamment de la théorie, et serait vraiment un peu catastrophique parce que ce serait presque impossible de faire les calculs, mis à part le fait que, je l'avais dit
tout au départ, des théories des champs pour des particules à spin élevé sont très difficiles, ils ont des divergences ultraviolettes terribles. Mais la chance, c'est que dans la théorie quantique des cordes, au moins dans la théorie des perturbations, l'analogue de la théorie des perturbations, de la théorie des champs, on peut tout faire tout en restant tout le temps dans ce formalisme des premières quantisations. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant parce qu'il nous donne une simplification énorme par rapport à ce qu'on aurait ici. Et aussi parce qu'on va travailler tout le temps avec une théorie à 2 dimensions, la théorie définie sur la surface de l'univers, où on a ces champs. Ces champs sont les coordonnées de la corde, la métrique bidimensionnelle, et sont, si vous voulez, des champs, mais vus comme champs, ils sont des champs dans un espace à 2 dimensions. Et on sait bien que les théories des champs en 2 dimensions ont des propriétés dans l'ultraviolet qui sont très bonnes par rapport déjà aux théories des champs en 4 dimensions. Imaginez-vous si on travaillait avec une théorie des champs en 10 dimensions, on serait vraiment perdu. Alors, ça a l'air d'un petit miracle, et on s'est dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Comment c'est possible? Donc, a priori, il semblerait que c'est impossible de faire ces boucles en utilisant seulement cette approche des premières quantisations. Mais ce n'est pas le cas. Alors, reprenons l'intégrale fonctionnelle de Feynman pour la théorie des cordes, mais en insistant sur le fait que les champs... Donc, vous savez, dans la théorie de Feynman, on fait un intégral fonctionnel précisément sur les champs qui, dans le formalisme canonique, sont des opérateurs. C'est un peu l'équivalent à faire la quantisation canonique. On le fait dans l'intégrale de Feynman en intégrant sur les champs qui deviennent des opérateurs dans le formalisme canonique. Donc ici, on fait un intégral fonctionnel, mais sur x, psi et gamma au petit g. Peut-être. Alors, donc, de quoi? De l'exponentielle de l'action, à nouveau. Et l'action, bon, je l'écris là, à la Polyakov, en introduisant aussi cette métrique dans l'espace-temps pour l'instant. Alors, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, quand je vais discuter des cordes dans un fond non banal. C'est que l'intégrale sur les coordonnées de la corde produit des effets qui sont proportionnels à alpha prime, ou, pour être plus précis, à la longueur de la corde au carré, donc des effets qui ne sont pas là dans la théorie des champs. Donc là, sont des effets tout à fait nouveaux. Mais là, aujourd'hui, on va discuter comment on récupère dans la théorie des cordes des effets qui sont déjà là dans la théorie des champs, c'est-à-dire les boucles. Alors, pour cette raison-là, on va se concentrer sur l'intégrale fonctionnelle, sur la métrique bidimensionnelle, et pas sur le reste. Le reste, on va le voir la semaine prochaine. Donc, alors, comment cette intégrale sur les métriques bidimensionnelles peut nous amener les effets des boucles? À première vue, ce n'est pas possible parce que en utilisant l'invariance à 2 dimensions, c'est-à-dire l'invariance par reparamétrisation plus l'invariance de Weil, un changement d'échelle de la métrique à 2 dimensions, en principe, il semblerait qu'on peut fixer complètement gamma. Donc, l'intégrale sur gamma, il n'est peut-être pas là, on se demande. Mais effectivement, ce n'est pas juste, parce qu'on peut faire ça, on peut fixer gamma localement
mais pas d'une façon globale. Alors, je m'explique pourquoi on ne peut pas. Il y a un théorème en géométrie différentielle que si on prend donc l'intégrale, si on a une surface à deux dimensions fermée et on évalue l'intégrale de la courbure scalaire bidimensionnelle, bon, là, il y a aussi une racine de moins gamma du déterminant. Ça, c'est un objet qu'on appelle topologique. Les résultats de cette intégrale ne dépendent pas des dimensions de cette surface, mais ils dépendent seulement de la topologie de cette surface. Et les résultats, c'est 2 fois 1 moins g, où g, c'est le genus, le nombre de trous de la surface de Riemann. Donc, g égale 0 pour la sphère, g égale 1, c'est le tore, et ensuite. Alors, c'est-à-dire que si je donne gamma, j'ai décrit une géométrie qui, en général, ce n'est pas une sphère, mais elle peut être une sphère avec des trous. Donc, c'est impossible de fixer complètement gamma, parce que si j'arrivais à fixer gamma, j'arriverais à fixer g, petit g. Alors, en effet, la règle de l'intégrale fonctionnelle me dit que je dois faire l'intégrale sur tout gamma et donc aussi sur toutes les possibles surfaces de Riemann avec un G arbitraire. Donc, l'intégrale devient une somme d'intégrales fonctionnelles en intégrale sur chaque valeur, pour chaque valeur de G. Et donc, la chose amusante, si vous voulez, frappante, c'est que cette somme sur G correspond exactement à l'expansion en boucle de la théorie des champs. Alors, je vous montre des exemples pour vous convaincre de ça. Mais, si vous voulez, le résultat, c'est que la théorie quantique des cordes a introduit les boucles de la théorie quantique des champs sans passer par une deuxième quantisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très surprenant. On peut se dire, mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour la théorie des champs? Pourquoi pas partir de l'action d'une particule, comme on l'a écrit, introduire des interactions entre particules et après faire les boucles comme ça, disons de la même façon? Apparemment, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile à cause beaucoup plus difficile de décrire des choses unidimensionnelles, qui font des branchements, qui se rejoignent et tout ça. Et en effet, personne ne l'a fait d'une façon facile. Donc, on préfère passer à la deuxième quantisation. Alors, il y a un bonus que dans la théorie quantique des champs, le nombre de diagrammes avec un nombre de boucles fixées croît avec le nombre de boucles d'une façon plus qu'exponentielle, factorielle. Hein. Donc, si on doit faire un calcul à 10 boucles, on a un nombre presque infini de diagrammes. Alors, dans la théorie des cordes, on a au moins pour les cordes fermées, on n'a qu'un seul diagramme pour chaque G, pour chaque ordre. Alors, pourquoi tous ces miracles? Bon, c'est la dualité, si vous voulez, l'ancienne dualité de Dolan-Horn-Smith, qui est au travail, là aussi. Alors là, j'ai essayé de faire des dessins. Malheureusement, dans les copies, je me suis rendu compte, comme la couleur, elle n'est pas là, on ne voit pas effectivement où ces flèches vont s'arrêter. On a l'air qu'elles s'arrêtent au bord, mais là, c'est important qu'elles s'arrêtent dans le milieu. Donc là, ce sont des mauvais dessins parce que je n'arrive pas avec PowerPoint
mes programmes. Disons, on devrait dessiner en boucle. Ben, peut-être je vais faire un petit dessin là. Disons, par exemple, c'est là, je pense. Il y a des... Ouais. Bon, ce serait mieux de dessiner peut-être un diagramme avec un boucle comme ça, hein, pour donner mieux l'idée de ce que c'est. Mais je n'arrive pas à faire ça sur mon ordinateur. Donc, alors, donc là, c'est la topologie de la sphère. Donc, G égale 0. En tore, donc là, ce n'est pas un petit anneau plat, hein, c'est vraiment comme, vous savez, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est une sphère, mais avec un trou. J'ai indiqué aussi que les particules qui participent à la réaction, disons, s'implantent dans des points sur la surface de la sphère. Et bon, et ensuite, hein, là, il y a une sphère avec deux trous, ou deux trous. Et la dualité, disons, pourquoi, par exemple, les tores nous donnent beaucoup de diagrammes de Feynman? Parce que je peux déformer les tores, hein, en les tirant d'un côté ou de l'autre, et ils prennent des différentes formes. Par exemple, si je les tire de cette façon-là, j'espère que j'étais assez clair. Là, j'ai deux cordes qui se couplent en troisième corde intermédiaire. Hein, c'est un état excité, par exemple, de la corde. Mais après, celui-là se couple aux deux autres, mais à travers une boucle. En termes de diagramme de Feynman, je pourrais dessiner ça comme une correction du vertex, c'est ce qu'on appelle vertex correction. Mais aussi, je peux déformer ces tores de cette façon-là. Donc, je mets toutes les quatre particules qui participent à la réaction ici, dans une sphère. Mais depuis la sphère, il y a un petit truc qui sort et qui fait une boucle et disparaît dans le vide. On appelle ça un tadpole, qui en français, je l'ai regardé ce matin, c'est un tétard, les petits des grenouilles. Tétard, voilà. Alors, parce qu'effectivement, il a un petit peu la forme. Voilà, tétard. Alors, en plus, les particules externes, c'est-à-dire qui participent à la réaction, s'implantent sur la surface de Riemann à des endroits qui sont définis par des variables complexes, parce que c'est une surface à deux dimensions, donc on doit donner deux coordonnées complexes, une coordonnée complexe pour chaque particule. Et ça, c'est rien d'autre que les variables de Koba-Nielsen dont on avait parlé tout au départ. Donc, et on doit faire un intégral aussi sur ces coordonnées. Dans la corde ouverte, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit rajouter aussi ce qu'on appelle des bords dans la surface de Riemann. C'est l'analogue des boucles de quarks dans la QCD. Et les cordes ouvertes sont toujours attachées à des bords et pas sur l'intérieur, disons, sur le corps de la surface. Il y a des bords et les particules sont attachées. Donc, la topologie pour les cordes ouvertes, c'est un peu différente. Par exemple, là, c'est le même dessin, malheureusement. Voilà. Là, j'ai parlé d'une sphère. Donc là, vous devez imaginer une sphère et les quatre particules qui s'attachent à 4 points sur la sphère, tandis que là, c'est vraiment un disque, hein, plat. Hein, il n'y a rien derrière, si vous voulez, de l'autre côté de la... Et les cordes ouvertes s'attachent au bord.
Donc, comme ils s'attachent au bord, leur position sur le bord est définie par des variables réelles, parce qu'il faut juste une variable pour donner la position. Et donc là, ce sont les variables réelles et aussi ordonnées les variables de Koba-Nielsen qu'on avait rencontrées quand on parlait de la formule de Koba-Nielsen. C'est ce qu'on a décrit en détail, en effet, dans les cours. C'était ce cas-là des variables de Koba-Nielsen réelles et ordonnées. Quand on passe à la corde fermée, je ne suis pas allé dans les détails, on arrive à des variables de Koba-Nielsen qui sont complexes et pas ordonnées, parce que là, vous voyez, quand les 4 particules sont n'importe où, ça n'a aucun sens de parler de les ordonner. Ce sont des nombres complexes. Bon, la première correction, c'est un annulus, c'est un anneau, donc vous voyez là, c'est vraiment une boucle, on voit bien la boucle, mais à nouveau, c'est quelque chose de plat, et il y a une corde ouverte ici, une autre corde ouverte ici, mais je peux déformer cet annulus de plusieurs façons et faire des diagrammes de Feynman différents avec un seul diagramme dual, si vous voulez, des dualités. Et après, il y a les cylindres. Alors, sur votre copie, probablement, ça et ça, ils sont exactement la même chose. Et là, on voit la petite différence, c'est que ici, les 4 particules externes sont sur le même bord. Peut-être vous devez les dessiner sur votre note. Tandis que là, 2 sont sur un bord et 2 autres sont sur un autre bord. Après, il y a aussi une surface non orientable, que c'est la Möbius strip. Quand on échange les 2 bords et on obtient une surface non orientable. Bon, je ne vais pas dessiner ça. Mais je voulais juste mettre l'attention sur ces diagrammes-là. Imaginez que vous prenez ce bord-là et vous étirez cette structure-là. Donc, ces 2 particules-là, vous les amenez plus loin vers vous, tandis que l'autre bord reste sur le tableau. Vous obtenez un cylindre, c'est-à-dire toute cette partie bleue, en bleu, devient la surface d'un cylindre avec 2 bases, cette base-là avec 2 particules, et l'autre base qui reste là, avec les 2 autres particules. Alors, ces cylindres-là, si on les coupe, on voit là une corde fermée. Vous voyez? Et ça, c'est exactement la façon dans laquelle, en partant avec des cordes ouvertes, on obtient nécessairement des cordes fermées quand on fait des boucles. Ça s'appelle une boucle non planaire. Ici, on ne peut pas. Voilà. Là, et ici non plus. Ou si vous voulez, la corde fermée irait dans le vide. Mais là, effectivement, il y a une corde fermée qui fait communiquer ces 2 particules avec les 2 autres. Bon. Alors, c'est presque la fin. Il y a encore une complication. C'est très compliqué, cette histoire d'intégrer sur toutes les métriques à 2 dimensions. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on fixe la topologie, c'est-à-dire les nombres, les genus G ou les nombres des bords et tout ça, et on met aussi notre particule sur la surface, on doit encore bien calculer quelles sont les intégrales qui restent à faire. Voilà. Est-ce qu'on a tout fixé? Est-ce qu'on n'a plus d'intégrales à faire? Non, ce n'est pas le cas. Et les résultats, je vous donne juste les résultats. Le livre de Polchinski, par exemple, si vous connaissez, il va beaucoup dans ces détails. Si on considère la sphère, donc on est dans le cas, par exemple, où le disque pour la... Ah oui, les 2 cas sont très semblables. Donc la sphère ou le disque, si on est dans les cordes ouvertes, on trouve que
il n'y a pas d'intégrale à faire sur les dimensions de la sphère. Après tout, on a cette invariance de Weyl, donc on s'attend que rendre la sphère plus grande ou plus petite, ça n'a aucune incidence. Et en plus, il y a une invariance résiduelle des transformations de O2-1 sont nos transformations projectives qu'on avait vues dans le formalisme de Koba-Nielsen dans l'ancienne théorie et qui nous permet de fixer 3 coordonnées de Koba-Nielsen. Donc vous vous rappelez que c'est même dans les transparents du cours précédent, il y a ces 3 coordonnées de Koba-Nielsen qui sont fixées à travers l'invariance projective. Donc on reste avec juste un intégral sur n-3 variables de Koba-Nielsen pour la sphère. Mais les choses deviennent plus intéressantes si on passe au tore, donc en boucle, c'est ce diagramme-là, parce que le tore, on peut le caractériser par un nombre complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un tore? Un tore, on peut mathématiquement le décrire comme un petit, comment on appelle, parallélogramme, où on identifie ces côtés avec ces côtés avec ces côtés. Si on identifie, on obtient un tore. Mais disons, tous les tores ne sont pas les mêmes. Disons, par exemple, le rapport entre cette longueur-là et cette longueur-là, c'est quelque chose qui caractérise un tore et qui, disons, distingue un tore d'un autre, comme cet angle-là. Donc, conventionnellement, on dit, bon, ces côtés-là, on les prend égal à 2π. Non, on a à disposition des invariances d'échelle overall, mais disons, le rapport compte et l'angle aussi. Donc, on introduit une variable tau complexe, donc là, c'est un plan complexe, et ça nous donne l'autre vecteur qui définit les tores. Voilà. Donc, on trouve que même après tous avoir fixé les jauges, on reste encore avec une intégrale à faire sur cette variable. Donc, bon, on avait un intégral fonctionnel, on se retrouve avec un intégral ordinaire sur une variable complexe. Mais c'est encore pas tout. Bon, si on, ça je l'ai dit juste en passant, si G est plus grand que 1, la généralisation, c'est qu'on a 3 G-1 paramètres complexes pour intégrer. Donc, si on doit faire un calcul à 2 boucles, par exemple, on aura 3 intégrales du même type. Mais disons, là, pour G égale 1, nous donnerait 0, tandis que, bon, c'est un peu exceptionnel. Le cas du tore, on a encore une intégration à faire. Alors, si on revient au tore, il y a encore un groupe discret de transformations qui laisse les tores invariantes. Donc, ce n'est pas fini. Et c'est le groupe de transformations modulaires. C'est-à-dire que c'est la même structure de transformation projective, mais où P, Q, R, S sont des entiers. Et après, le déterminant égal. Par exemple, tau égale, qui va en tau plus 1. Voilà, c'est une transformation de ce type-là, parce que je mets R égale 0, S égale 1, P égale 1, Q égale 1, tout est bien satisfait. Donc, si je prends tau en tau plus 1, ça veut dire que je déplace, au lieu de prendre ce rectangle-là, je prends un rectangle qui est juste déplacé dans période. Donc, ça nous donne exactement les mêmes taux. Et l'autre, c'est une transformation qui est tau en moins 1 sur tau, qui est aussi une invariance du tore. Peut-être c'est on interchange les deux axes. Mais... Donc, ça veut dire que les plans complexes tau couvrent les tores physiques un nombre infini de fois. Donc, si j'intègre sur tous les
plan complexe tau, je compte les mêmes taux un nombre infini de fois. Et le résultat est infini. C'est un peu comme l'invariance projective. Si je ne divisais pas par ces 3 variables d'intégration, j'obtiendrai un résultat infini. Et là, c'est encore à nouveau le cas, mais là, c'est une autre invariance avec ce groupe modulaire. C'est un groupe discret de transformation parce que là, il y a des entiers. Alors, le résultat est qu'on doit prendre seulement une région, n'importe laquelle. On peut choisir n'importe une de ces régions qui décrit un tore et on oublie toutes les autres qui sont simplement des autres représentations du même tore. Donc, la recette, c'est qu'on doit intégrer sur une de ces régions du plan tau et on choisit d'habitude ce qu'on appelle la région fondamentale que j'ai essayé de dessiner ici. Donc, ça, c'est les plans complexes tau. On prend cette région, voilà, que j'ai dessinée là, avec des traits. Vous voyez, c'est limité entre partie réelle de tau égale moins 1,5 et partie de tau plus 1,5. Voilà, si vous déplacez tau d'une unité, vous allez d'ici à ici, et donc vous continuez de l'autre côté, et vice-versa. Mais aussi, et c'est très important, on élimine toute cette partie autour de l'origine, tau égale 0. Donc, on doit faire l'intersection, si vous voulez, de cette striche. Voilà, bande, avec ces cercles. Voilà. Et on obtient cette région-là. Ça s'appelle la région fondamentale du tore, et c'est là qu'on doit faire l'intégrale. Pardon. Voilà. Alors, la chose très importante, c'est que cette région fondamentale évite les points tau égale 0. Parce qu'il se trouve que le point tau égale 0 correspond, en théorie des champs, si on fait une petite limite alpha prime qui va à 0, donc on voit que la région tau égale 0, ça correspond à la limite ultraviolet de l'intégrale de la théorie des champs. Dans la théorie des champs, quand on a une boucle, on doit faire une intégrale sur l'impulsion qui circule dans les boucles. C'est pour ça Et c'est là qu'on trouve les fameuses divergences ultraviolet, parce que cette intégrale sur l'impulsion qui circule dans la boucle, elle n'est pas, on doit le faire jusqu'à l'infini, et d'habitude l'intégrand n'est pas assez bon à grandes impulsions. C'est ça le problème, qui en gravité devient vraiment un gros problème. En théorie des champs, on peut faire la renormalisation, mais en théorie de la gravité quantique, on ne peut pas. Et là, c'est très, très joli parce que toute cette histoire nous élimine exactement cette région de courte distance qui est très dangereuse dans la théorie des champs. Donc, ça, c'est la façon, disons, mathématique avec laquelle la théorie des cordes évite les divergences ultraviolet. Bon, la raison la plus physique, c'est lié à ces fait que j'ai mentionné plusieurs fois, que la théorie est mou, que la corde n'aime pas de grosses impulsions, et donc, disons, c'est comme ça qu'on les comprend du point de vue physique. Mais si on veut vraiment faire des calculs et voir comment les choses se passent d'une façon plus mathématique, c'est ça la raison pour laquelle on élimine les divergences ultraviolet. Donc, j'insiste sur le fait que cette invariance modulaire, donc le fait qu'on avait quelque chose qui se répète un nombre infini de fois, nous donne toujours le même résultat, et donc on doit se limiter à faire l'intégrale sur cette région fondamentale, est très important. Je pense que je vous ai
donner l'idée que tout ça découle en effet de l'invariance de reparamétrisation, de l'invariance de Weyl, qu'on a dit plusieurs fois, sont des invariances importantes, sacrées pour la théorie. Donc, cette invariance modulaire, c'est quelque chose qui découle de ce même principe. Donc, et la chose intéressante, c'est que cette invariance modulaire, en effet, fait si que les boucles sont bien définies et qu'il n'y a pas d'anomalie associée avec les boucles. Donc, en effet, tout ce discours de cancellation des anomalies avec les mécanismes de Green et Schwartz, on peut les rephraser comme imposer l'invariance modulaire de la théorie. Alors, on trouve par exemple que si on a le groupe SO32, il y a l'invariance modulaire. Si on n'a pas le groupe SO32, il n'y a pas l'invariance modulaire. Et donc, c'est une anomalie dans l'invariance modulaire, si vous voulez. Vu comme anomalie dans la théorie des champs, c'est autre chose, mais on peut le voir dans la théorie des codes comme une brisure de l'invariance modulaire. Donc, avec ce discours-là, on a réduit le problème de trouver des théories cohérentes des cordes au problème de trouver des théories qui respectent l'invariance modulaire. Et il faut aussi rajouter le fait qu'il n'y a pas de ces tas de pôles, de ces têtards, parce que, bon, dans le sens qu'il ne peut pas y avoir des infinis liés à cet état. Grosso modo, c'est la chose suivante. Si on a un tétard, dans le sens qu'il y a une particule à masse nulle qui peut disparaître dans le vide, alors le diagramme a un pôle dû à cette particule à masse nulle qui disparaît dans le vide. Et ce pôle donne un infini parce que la particule est sur sa propre couche de masse. Si vous voulez, c'est un signal que le vide n'est pas bien choisi. Donc, en effet, c'est ça les deux choses qu'on impose d'habitude sur la théorie pour avoir une cohérence, l'invariance modulaire et l'absence de ces têtards. Donc, et c'est en effet avec cette méthode-là qu'on a construit les cordes hétérotiques qu'on va décrire les prochaines fois. Donc, en imposant qu'il n'y a pas de brisure de l'invariance modulaire. Voilà, je pense que si je ne me trompe pas, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup.